Voilà. Donc, Dominique, à toi la parole. Eh bien, merci, merci Evelyne. Donc, comme Evelyne le disait, mon nom est Dominique Saint-Pierre. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous là, pour la remise des bourses Smirnoff encore cette année. Ça fait quand même plusieurs années qu'on remet cette bourse. Donc, aujourd'hui, on est accompagné par les représentants de la Société d'entomologie du Québec, Maxime Lefebvre, et est-ce que Mme Arsenault est là, la présidente de la Société de protection des plantes? Non, c'est Marianne Saint-Laurent donc, qui la représente. C'est bien ça? Oui. Excellent. Et est-ce qu'on est nombreux en ligne, Evelyne? Pas tellement. Ben, il y a des gens qui continuent à se joindre que je vais faire rentrer, mais on a maintenant tous les directeurs et directrices de recherche de nos deux lauréates, puis on a quelques invités de plus aussi qui se sont joints à nous. Excellent. Donc, ben, la bourse Smirnoff, c'est une collaboration entre le Centre de foresterie de Laurentides, puis comme on le disait, avec la SEQ, la SPPQ. Ça fait déjà 6 ans qu'on a ce partenariat entre nous. Et la bourse Smirnoff, je vous le rappelle, elle vise vraiment à soutenir les étudiants gradués en entomologie forestière ou en pathologie forestière en leur offrant une bourse de 3 000 $. C'est un partenariat qui est vraiment qui a amené au succès de la bourse. On souhaite vraiment le poursuivre dans les prochaines années. Vous savez, le comité d'évaluation, parce qu'on reçoit plusieurs candidatures, il est formé à chaque année d'un membre de chacun des organismes partenaires, de même qu'un représentant du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec. Donc, les gens qui ont contribué à l'évaluation sont Maxime Lefebvre de la Société d'entomologie du Québec, Marianne Saint-Laurent de la Société de protection des plantes, ensuite Antoine Déric Côté du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, puis Evelyne Dufault, la directrice de recherche au CFL. Et c'est Marie-Soleil Morneau qui en assure la coordination du comité, donc Marie-Soleil qui est un membre de notre équipe. Le comité a examiné les candidatures selon les critères d'admissibilité, la grille d'évaluation et cette année encore, on avait d'excellentes candidatures. Les choix ont été très difficiles à ce qu'on me dit. Donc, je suis très optimiste quant à la relève en entomologie et en phytopathologie forestière, deux domaines de recherche pour lesquels le CFL et ses partenaires, on partage un fort intérêt. Puis au CFL, on a une longue tradition dans ces deux domaines d'expertise également. Donc, au terme de l'évaluation, ces deux candidates qui sont particulièrement démarqués pour la qualité de leur dossier et pour la qualité de leur projet de recherche. Donc, Mme Léa Lébert et Mme Apolline Morin. Donc, félicitations à vous deux. C'est aujourd'hui l'occasion d'en apprendre davantage sur vos projets de recherche puis de célébrer avec vous le succès. Mais avant de vous entendre, avant de passer la parole à nos partenaires, peut-être, comme je le fais à chaque année, un petit mot sur l'histoire du docteur Vladimir Smirnov, qui a été un chercheur émérite du CFL pendant plusieurs années. Donc, le programme de bourse porte son nom parce que Dr Smirnov, c'est quand même un personnage qui a marqué l'histoire du CFL. C'est quelqu'un qui est né en Russie, à Saint-Pétersbourg, au début du siècle dernier. Et il a fait des études en foresterie à l'Université de Saint-Pétersbourg. Il a travaillé pendant une dizaine d'années au Maroc, quand même. Puis, en 1957, il est venu se joindre au CFL, au Service canadien des forêts, à titre de chercheur en pathologie des insectes. Et après, au cours de ses 28 années de service, il a vraiment contribué de façon significative au développement puis à la reconnaissance de la lutte contre les insectes forestiers. Pour vous donner une idée de son envergure, pendant sa carrière, il a publié plus de 300 articles scientifiques. Il a également gagné le prix Léon Parizeau, décerné par l'ACFAS, et il était membre de l'Ordre du Canada, fait membre de l'Ordre du Canada en 1997. Il a été, suite à sa retraite, un de nos chercheurs émérites au CFL, chercheur émérite au Centre de recherche en biologie forestière de l'Université Laval et membre émérite de la Société d'entomologie du Québec. Donc, quelqu'un qui était vraiment reconnu par ses pairs. Et parmi les reconnaissances ou les contributions notables, bien, il a vraiment travaillé à développer le concept de lutte biologique contre les insectes forestiers nuisibles.
Et il s'est fait un des grands défenseurs, promoteurs de l'utilisation du fameux BTK afin de lutter biologiquement contre les épidémies de tordeuses de bourgeons d'épinette, qui est, vous le savez, un des insectes les plus dévastateurs de nos forêts commerciales, là, les forêts conifères en Amérique du Nord. Donc, pour nous, au CFL, le docteur Smirnov, c'est vraiment une inspiration au quotidien. Son héritage demeure très vivant. On a une salle qui porte son nom pour nous le rappeler à tous les jours, hein, quand même, qui a fait des travaux exceptionnels. Puis aussi, c'est toujours intéressant de noter que le docteur Smirnov était aussi un peintre. Et on a plusieurs de ses toiles ici au CFL. Donc, c'était quelqu'un qui avait des intérêts très diversifiés, je vous dirais. Donc, vraiment, la bourse qui porte son nom, c'est vraiment pour encourager la poursuite de son œuvre, la promotion des travaux de recherche en entomologie et en pathologie, deux domaines là, qui étaient vraiment prisés par le docteur Smirnov. Donc, là, je vais maintenant m'arrêter pour laisser la parole à Maxime Lefebvre, président sortant de la Société d'entomologie du Québec. Donc, Maxime, à Oui, toi. merci, merci Monsieur Saint-Pierre. Oui, bonjour tout le monde. Comme c'est mentionné, je suis cette année président sortant de la Société d'entomologie du Québec. En fait, j'aimerais commencer vraiment par féliciter les récipiendaires, les lauréates. Ça a été vraiment un plaisir, en fait, d'évaluer l'ensemble des candidatures. Bravo à tous les candidats. En fait, il y avait vraiment, comme ça a été mentionné, là, un haut niveau de qualité puis d'excellence des dossiers. Donc, j'en ai appris parmi cette évaluation-là et c'est toujours donc un beau plaisir. Plaisir aussi de la SEQ de continuer à collaborer sur la bourse Smirnov. Comme c'est mentionné, c'est vraiment un bel esprit de collaboration entre Ressources naturelles, la SPPQ, la SEQ, pour soutenir là, les étudiants gradués dans le domaine de l'entomologie, de la phytopathologie forestière. Donc, c'était cette année donc une belle cohorte de candidatures. Et merci aussi aux membres organisateurs, à Evelyne en particulier là, de bien coordonner tout ça. On était bien accompagnés à travers les différentes étapes et j'aimerais la remercier. En mon nom personnel puis au nom de la SEQ, bravo à tout le monde et merci encore. Puis ça sera donc un plaisir de continuer à soutenir la bourse dans le futur. Merci. Donc, je passe la parole maintenant à Marianne. Oui, c'est ça. Oui, bonjour tout le monde. Ben là, évidemment, ça se répète, là, les félicitations. Bravo pour vos dossiers, pour les projets que vous avez déposés également. C'était très intéressant. Moi, je viens pas du tout là, du domaine de la foresterie, mais j'aime en apprendre à chaque année, là, depuis maintenant 3 ans que je fais partie du comité de la Bourse Myrneuf. La SPPQ, là, je dis ça, je suis pas la présidente, je suis pas la vice-présidente, là, je suis administratrice depuis 4 ans à la SPPQ, mais c'est une société qui encourage en fait la diffusion des connaissances et de la relève scientifique. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de participer financièrement là, à la remise des bourses et aussi au processus d'évaluation des bourses Smirnoff depuis le début et longue vie aux bourses Smirnoff dans les prochaines années. Voilà. Merci, Marianne, c'est très bien dit. C'est maintenant le temps de donner la place à nos récipiendaires, à nos deux lauréates de cette année. Maintenant qu'on les a bien félicités, et qu'on a souligné la qualité de leur dossier, on est curieuse d'en apprendre plus sur leur projet de recherche. Avant de leur céder la parole, en fait, on va commencer par Léa. Puis, avant de lui céder la parole, je vais la présenter un petit peu. Donc, Léa Lébert est étudiante au doctorat en sciences forestières à l'Université Laval depuis janvier 2024, sous la direction de Ilga Porte et Louis Bernier, qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Ses recherches doctorales portent sur le développement d'une méthode de détection précoce du flétrissement du chêne, une maladie causée par le champignon Bredsiella fagacearum, en utilisant les profils de composés organiques volatiles. Son projet a pour but d'améliorer la gestion de cette maladie qui a été détectée pour la première fois au Canada en 2023 et qui constitue une menace pour les chênes rouges. Auparavant, Léa a obtenu un diplôme d'ingénieur agronome avec spécialisation en foresterie de l'École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux.
Alors, à toi, Léa, si tu veux partager ton écran puis nous faire part plus en détail de ton projet de recherche doctorale. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Alors, je vais essayer de partager. N'hésitez pas à me dire s'il y a un problème. Hop, tac. Alors, peut-être qu'on voit pas le bon écran. Là, on voit tes notes. Normal, j'ai pas de notes, mais du coup, Non, c'est pas mais on voit pratique. tu sais, Ah, le c'est bon? format. Ah, voilà, parfait. C'est parfait. Tu peux y aller. Super. Moi, j'ai commencé. Comme je savais pas trop qui allait être là, j'ai écrit ma présentation en anglais. Comme je savais pas s'il allait y avoir que des francophones, mais je vais faire ma présentation en français. Donc, désolée pour, pour ça. Donc, je vais vous présenter rapidement mon projet. Donc, comme ce qui a été expliqué, qui est sur la détection précoce du flétrissement du chêne sur Quercus rubra, donc le chêne rouge, en laboratoire ainsi que sur le terrain. Donc, mon projet de recherche, il est divisé en trois grandes parties que je vais présenter succinctement. Donc, la première, c'est sur l'analyse des composés organiques volatiles. Je vais expliquer très rapidement après ce que c'est de notre maladie, donc de notre champignon sur des chênes infectés et sains en laboratoire. Une partie 2 qui sera aussi en laboratoire, qui va être, elle, l'étude transcriptomique. Et la partie 3 qui est l'application de ces méthodes-là, en fait, sur le terrain, tout simplement. Donc, pour faire un petit peu une petite introduction déjà pour présenter cette maladie, on le sait qu'avec le réchauffement climatique, je pense qu'à peu près tout le monde est au courant, on va avoir de plus en plus d'espèces invasives qui vont être capables de causer des dommages significatifs. Et un point clé important de ce combat, c'est sur la détection, qui permet donc d'anticiper l'arrivée des maladies, mais aussi d'agir le plus rapidement possible une fois qu'elles sont arrivées. Et on a une maladie qui cause ce qu'on appelle le flétrissement du chêne, c'est une maladie présente aux États-Unis depuis déjà plusieurs décennies et qui a été détectée récemment au Canada, donc en 2023 pour la première fois. Ça n'a pas été détecté en 2024. On va espérer que ça continue comme ça, mais il y a de fortes chances que ça passe la frontière un jour ou l'autre. Donc, pour présenter un peu ce champignon, enfin, cette maladie est causée par le champignon Bredsiella fagacearum, qui va pouvoir attaquer tous les hôtes du genre Quercus. Donc, moi, dans mon cas, je vais m'intéresser au chêne rouge, donc de la section Lobatae, Quercus rubra, qui est un chêne important au Canada, l'espèce de chêne la plus présente au Canada. Pour expliquer rapidement comment fonctionne ce champignon, il va pouvoir infecter de nouveaux individus via deux voies différentes. La première, ça va être 90% des nouvelles infections. Ça se fait via les greffes racinaires que font les chênes entre eux. Donc, le champignon va pouvoir passer d'un hôte infecté à son voisin. Les 10% restants sont faits avec un insecte, donc du genre de la famille des nitidules, qui vont pouvoir transporter ces vecteurs et en allant se nourrir sur un arbre sain, va pouvoir aussi lui aussi transmettre la maladie, donc via les spores du champignon. Cette maladie va créer différents symptômes, donc de flétrissement évidemment, d'où le nom de la maladie. Donc, on va avoir les feuilles qui vont avoir cette couleur qui va passer au orange de l'extérieur vers l'intérieur de la feuille, des arbres qui sont complètement flétris. Et on peut aussi observer sous l'écorce, si on décolle l'écorce, on peut trouver dessous des tapis mycéliens qui sont en fait des productions du champignon sur lesquels vont être les spores. Donc c'est ça qui va attirer les insectes, cet endroit-là où les insectes vont récupérer les spores avant d'aller infecter un nouvel hôte. Donc, pourquoi cette maladie est intéressante? On sait qu'elle peut avoir un impact fort sur différents secteurs, que ce soit sur le secteur environnemental, sociologique, mais aussi monétaire. Parce que dans le cas du chêne rouge, on va avoir une mortalité de 100%. Une fois que l'arbre est infecté, c'est trop tard. On n'a aucun moyen de le soigner. Donc, au niveau de l'environnement, ça peut créer une énorme épidémie, une mortalité, une disparition de cette espèce d'une zone entière. Au niveau sociologique, ça crée aussi des modifications, que ce soit dans le paysage urbain ou le paysage forestier, puis au niveau monétaire, parce que ça fait une perte de bois évidemment conséquente. Donc, actuellement, la gestion de cette maladie se fait en deux étapes. Avec le premier, la détection des arbres infectés, donc qui se fait avec simplement l'identification des symptômes. Et après, le traitement de cette maladie pour éviter la propagation. Donc, comme 90% des transmissions se font par les racines, on va pouvoir utiliser ce type de machine, par exemple, comme ce qu'on utilise au Texas, qui vont venir scier, qui vont venir briser les greffes racinaires et empêcher une propagation. Cependant, on a besoin de faire une détection plus précoce parce que le problème de la détection en utilisant les symptômes visuels, comme on voit là, c'est que le champignon a déjà pu être partout dans l'arbre, il a déjà pu se propager aux arbres voisins. Donc souvent, les arbres voisins sont déjà condamnés. Donc on est obligé d'utiliser ce traitement avec ce type de machine sur les arbres un peu plus loin pour être sûr de limiter la propagation.
C'est pour ça que dans mon projet, on va essayer de faire de la détection précoce en utilisant donc les composés organiques volatiles. Ça va être représenter toutes les petites molécules qui sont produites par les arbres et qui peuvent se retrouver qui peuvent se retrouver dans l'air dans les conditions ambiantes. Donc, on va essayer d'utiliser ces molécules-là. Donc, les objectifs de mes différentes parties, évidemment, pour la première partie, ça va être essayer de créer ces profils de COV pour essayer de faire un profil vraiment d'arbres sains, d'arbres infectés, pour essayer de les différencier en laboratoire. Et on va aussi faire une comparaison avec la graphiose de l'orme, donc qui est aussi une maladie de flétrissement qui touche les ormes avec Ophiostoma novoulmi. Donc, pour essayer de voir si ce type de méthode fonctionnerait aussi avec une autre maladie de flétrissement et voir si on peut facilement différencier les deux. Dans la partie 2, ça va être essayer d'identifier la réponse précoce de l'arbre à l'infection et aussi de faire des liens de transcriptomique entre les données phénotypiques qu'on va trouver, ainsi qu'avec les composés organiques volatiles et essayer de voir si on peut identifier les voies métaboliques responsables de ces changements. Et la partie 3, qui est essayer de faire l'application de ces profils sur le terrain, donc avec des arbres sains et infectés aux États-Unis. Donc, pour présenter ma première partie, comme j'ai dit, on va choisir Quercus rubra pour notre étude et faire une comparaison avec la graphiose de l'orme. Donc, ça répète rapidement ce que j'ai dit avant. On va essayer de créer un profil pour chaque pathogène, essayer de différencier les arbres sains des arbres malades, et essayer d'évaluer la détection précoce avec ces COV. Pour ça, en fait, on va devoir concentrer les COV, puisque ils sont volatiles, ils vont se trouver en faible concentration dans l'air. Donc, on va utiliser différentes méthodes, notamment sur le poulet du champignon. On va pouvoir utiliser une méthode donc d'injection directement de l'espace de tête. On a déjà essayé ça au laboratoire, mais ça n'a pas donné de résultats concluants parce que c'est trop dilué, ça ne concentre pas assez les molécules. Donc, malheureusement, je n'ai pas de résultats à vous montrer pour cette partie-là. Une autre méthode, ça peut être d'utiliser des fibres SPME qui vont concentrer les COV et ensuite utiliser cette fibre pour des analyses derrière, donc avec une machine GCMS. Et dans la même idée, on peut aussi utiliser un système actif dans lequel on va en fait pousser de l'air dans le système et ensuite aspirer l'air en sortie qui va passer à travers un petit tube qui va en fait attraper en quelque sorte tous ces COV, les concentrer, donc ce qui permet derrière une meilleure analyse. On va faire donc ces analyses avec différentes souches, évidemment, de champignons pour évaluer la différence entre les souches et aussi essayer différents médias pour voir la différence au niveau de la croissance et aussi parce que peut avoir l'apparition des reproductions, des structures de reproduction, pardon, donc qui pourraient aussi influencer ces COV. On va faire un peu la même chose avec les plantes, avec de l'échantillonnage passif comme actif sur différents types de tissus, que ce soit les branches ou le tronc. Et on va y faire le même traitement avec différentes souches et aussi à différents moments de la journée. Donc, on va utiliser deux types de méthodes. La première, ça va être une méthode sur des tissus coupés. Donc, on va toujours utiliser une méthode active, donc sur des tissus coupés. Pour avoir, pareil, notre profil sur notre plante en l'emprisonnant donc, dans notre bloc pour concentrer les COV et encore une fois les capturer à la sortie. Et la deuxième méthode, donc du passif et de l'actif, donc passif sans mettant directement la fibre SPME sur notre plan, ou alors avec un système actif où on mettra directement un sac sur notre arbre pour concentrer les COV. Donc ce sera exactement la même méthode avec de l'air qui va rentrer, de l'air qui va sortir et des données qui vont être récoltées, donc comme la température, l'humidité relative ainsi que la lumière. L'analyse de ces données va se faire en utilisant la spectrométrie de masse couplée à une chromatographie en phase gazeuse, donc GCMS, et aussi avec le système actif et passif, on va faire de la désorption thermique. Et on va standardiser également les données en utilisant la température, l'humidité relative et la lumière. Donc, ces données-là qu'on aura récupérées pour standardiser les valeurs entre tous nos arbres, parce que ça va pouvoir, évidemment, c'est un facteur d'influence sur notre quantité de COV. En résultat attendu, on s'attend à être capable de distinguer les deux pathogènes, parce qu'il y a des expériences qui ont été faites, notamment par Wilson et al. En 2004, où ils ont pu différencier. Donc, Ceratocystis fagacearum, c'est l'ancien nom de Brezziella fagacearum que j'étudie, parce qu'il a été reclassé. Ils ont été capables de différencier cette maladie de d'autres champignons, de d'autres champignons de flétrissement, avec donc une bonne significativité. Et également, ils ont fait la même expérience avec des arbres sains et infectés. Ils ont aussi pu avoir des résultats très prometteurs. Donc, on espère, nous aussi, pouvoir avoir des résultats un peu similaires. Eux, dans leur étude, la différence, c'est qu'ils avaient utilisé des nerfs artificiels. Donc, ils ne savaient pas quelle molécule exactement était différente d'un arbre à l'autre. Ils savaient juste quelle gamme pouvait éventuellement l'être. Donc là, c'est là où moi, je vais essayer de pousser plus loin en identifiant les molécules responsables. Pour la partie 2, celle-là, ça va aller très vite puisque c'est l'analyse des transcriptomes. En fait, on veut simplement essayer de caractériser la réaction de l'arbre parce que ça n'a pas été fait avant et aussi essayer de voir au niveau transcriptomique
essayer d'évaluer quels sont les chemins qui sont métaboliques qui sont liés à la production des CoV. Donc, ça va être transcriptomie très classique. On va le faire en parallèle des autres expériences. On va récolter nos échantillons qui vont être tout de suite stockés à -80 degrés. On va faire extraction d'ARN, séquençage, donc quelque chose de très classique. Donc, pour la partie 2 est très rapide. Pour la partie 3, ça va être aussi assez rapide, comme toute la partie méthode était vraiment expliquée plutôt en partie 1. Donc sur le terrain, on va faire un peu la même chose parce qu'on sait qu'il y a une différence entre le laboratoire et le terrain. Donc le but, ça va essayer d'essayer de détecter l'efficacité de cette méthode sur le terrain et d'essayer d'évaluer les différences aussi de résultats. Parce qu'en laboratoire, on va le faire aussi sur des arbres plus jeunes, contrairement au terrain où ce sont des arbres plus vieux. Donc pour ça, on va aller au Michigan parce que comme je l'ai dit, la maladie a été détectée en 2023, mais ils ont tout de suite coupé les arbres pour éviter une propagation, donc elle n'est pas présente actuellement au Canada. De toute façon, je ne pense pas que nous aurions le droit de faire nos petites expériences là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on va aller au Michigan où la maladie est bien présente, en relation avec donc l'Université du Michigan qui ont des sites où ils font des expériences donc, sur le flétrissement du chêne, des endroits où les arbres sont présents. Et on va répartir les arbres en fait en trois catégories, donc des arbres sains, des arbres symptomatiques et des arbres inconnus. Donc on va prendre des arbres en fait pour la catégorie inconnue, des arbres qui ont l'air sains mais qui sont vraiment en bordure des autres arbres qui ont les symptômes, donc qui sont très probablement affectés aussi mais n'ont pas encore présenté les symptômes. On va également utiliser ces arbres-là. L'échantillonnage, lui, sur le terrain, ben, on va être limité parce qu'on aimerait bien prendre directement par les arbres, parce qu'évidemment, couper un tissu, ça va influencer la production des CoV. Mais le problème, c'est que ben, on va pas pouvoir, les arbres vont être beaucoup plus grands, ça va être beaucoup plus compliqué d'installer ce système dans les arbres, sur des arbres matures. Donc, ça va être le même système qu'on va faire évoluer, évidemment, en fonction de ce qu'on aura en laboratoire, mais on va plutôt privilégier ce système-là où on va avoir une branche coupée, ben, tout simplement pour des raisons pratiques. Au niveau des résultats attendus, il y a une expérience qui a été faite sur le terrain à un étudiant en master, donc Maurice, qui a fait ça en 2020. Ils ont fait l'échantillonnage, mais simplement avec des chênes rouges blessés, pas blessés, et directement aussi sur des tapis mycéliens. Ils n'ont pas fait comme nous ce qu'on va faire sur les branches ou sur les arbres simplement infectés, pas infectés. Ils n'avaient pas fait cette différenciation. Mais juste avec des arbres blessés, pas blessés et la présence aussi du tapis, ils ont pu avoir des belles différences qui se faisaient. Donc on espère aussi être capable de trouver, voilà, trouver des choses similaires, on va dire. Euh, donc, la détection précoce en fait, de cette maladie permettrait surtout derrière un meilleur contrôle de la propagation de la maladie, avec cette première partie où on ferait une catégorisation des profils de CoV pour identifier exactement ce qui pourrait être les molécules intéressantes. Deuxième partie, essayer de mieux comprendre ces changements. Et la troisième, appliquer cette méthode sur le terrain qui permettrait en fait derrière de développer des outils plus simples pour des détections précoces, notamment avec des nez artificiels qui seraient utilisables directement sur le terrain par des gestionnaires et rendre ainsi plus facile la gestion de la propagation de cette maladie. Donc, je tiens à remercier évidemment ma directrice de thèse, Ilga Porte, mon co-directeur, ainsi que la SPPQ et tous les partenaires qui me permettent de faire ce projet. Et je remercie aussi évidemment toutes les personnes, tous les groupes qui m'ont permis d'obtenir cette bourse. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Léa. C'est super intéressant. C'était bien après avoir vu ton dossier de voir ta présentation avec la méthodologie illustrée. C'était très intéressant. Je vois qu'on a des questions. Ah non, c'est des applaudissements ou c'est des mains levées. Je pensais peut-être tout de suite passer à la présentation d'Apolline. Puis si les gens ont des questions à la fin, on pourra les grouper ensemble en fonction du temps qui nous reste. Alors, merci beaucoup, Léa. Encore félicitations pour ton beau succès pour la bourse. On va passer à la présentation d'Apolline. Donc, je vais, moi, la présenter tout d'abord. Donc, je tiens à mentionner qu'Apolline a remporté la bourse pour une deuxième année, cette fois-ci en 2025, deuxième année consécutive. Donc, félicitations, ça montre vraiment l'excellence de ton dossier. Et Apolline a débuté son doctorat à l'INRS, Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie, en janvier 2021. Elle est supervisée dans son projet par Philippe Constant, professeur agrégé à l'INRS. Son projet porte sur le rôle des déterminants biotiques et abiotiques sur les communautés microbiennes associées à Conophthalus coniperda, un insecte ravageur des vergers à graines de pin blanc. Avant de commencer son doctorat, Apolline a obtenu un diplôme d'ingénieur en technologie innovante, option technologie du vivant à Rouen, en France. Et maintenant, je vais lui céder la parole pour présenter son projet.
Ah, c'est bon. Bonjour à tous. Merci d'être venus pour la présentation de notre projet. Merci également donc, à la Société d'entomologie du Québec et puis la Société de protection des plantes du Québec pour l'octroi de cette bourse, encore plus du fait que ce soit pour une seconde année consécutive. Je m'appelle Apolline Morin et donc, comme on l'a précisé, je travaille dans le laboratoire du professeur Philippe Constant et aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mon projet de doctorat et je vais vous parler donc du scolyte des cônes du pin blanc qui est un ravageur des vergers à graines de pin blanc. Avant de rentrer dans le vif de mon projet, je vais d'abord vous contextualiser un petit peu de qu'est-ce que cet insecte et pourquoi on s'y intéresse. Le scolyte des cônes du pin blanc, c'est un petit scolyte de quelques millimètres à peine qui crée des ravages extrêmement importants dans les vergers à graines. Mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au pin blanc? Eh bien, le pin blanc, c'est un arbre qui a une valeur économique et patrimoniale particulièrement importante au Québec. Et c'est pourquoi, depuis les années 60, il fait partie des programmes de reboisement. Pour répondre aux besoins du reboisement, des variétés de pin blanc améliorées ont été générées de façon à produire des graines en abondance pour produire des plants. Ces variétés améliorées, elles sont concentrées dans ce qu'on appelle les vergers à graines, qui vont être des plantations isolées et aménagées de façon à éviter des pollinisations extérieures. Et c'est là qu'intervient notre scolyte, parce que lui, il s'attaque aux cônes et il va s'alimenter des graines et donc des semences qui sont utilisées pour le reboisement. Ce scolyte-là, au niveau de sa biologie, il faut savoir qu'au printemps, les femelles vont émerger des cônes préalablement attaqués et vont en attaquer des nouveaux dans la canopée des arbres. Les mâles, eux, les rejoindront les femelles que plus tard pour la reproduction. Tous les cônes attaqués vont arrêter leur croissance et rapidement tomber au sol. On estime des dommages annuels à près de 98% dans les vergers, dans ces vergers en tout cas. Les cônes attaqués qui sont tombés au sol ont cette caractéristique-là, un trou et un caillot de résine à la base du pédoncule, et c'est ça qui nous permet de sélectionner les cônes sur lesquels on va travailler, qui contiennent donc des insectes. À l'intérieur, les insectes vont creuser des galeries et ensuite passer tout le long du rachis de cône et passer l'ensemble de leur cycle de vie à l'intérieur de ces cônes, et ce, hiver comme été. On peut supposer que pour résister et pour survivre dans des conditions qui peuvent paraître légèrement compliquées, eh bien, que l'insecte interagit certainement, comme bien d'autres insectes d'ailleurs, avec un ensemble de micro-organismes qui lui permettraient de s'adapter et de survivre. Et donc, pourquoi ne pas cibler ces micro-organismes pour lutter contre ce ravageur? Parce qu'effectivement, les insectes ont tendance à interagir avec un ensemble de micro-organismes et la survie de l'un va dépendre de la capacité d'adaptation de l'autre. Et justement, ces micro-organismes seraient en perpétuel remaniement pour répondre aux pressions et de l'environnement. Donc, par exemple, la température, l'humidité pour les paramètres abiotiques ou alors d'autres micro-organismes de l'environnement pour des paramètres biotiques. Sauf que dans le cas du scolyte des cônes du pin blanc, ni son microbiome ni le dynamisme de ces populations n'ont été étudiés, alors même que ça pourrait expliquer le succès de l'établissement de l'insecte sur son hôte. Et donc, on s'est posé la question, dans le cas de cet insecte, qu'est-ce qui entraîne des changements d'organisation des populations microbiennes? Donc, vous l'aurez compris, l'hypothèse de mon doctorat, c'est que ce sont ces déterminants biotiques et abiotiques qui influencent cette dynamique des populations et qui permettent à l'insecte de s'établir. Mon projet se découpe en quatre chapitres. Le chapitre 1 et le chapitre 2 portent plutôt sur la biologie et un aspect un petit peu méthodologique de l'influence de l'échantillonnage et du nombre d'individus, donc du nombre d'insectes sur les analyses. Ces deux chapitres ont déjà fait l'objet d'un article qui a été publié et d'un autre qui a été soumis, que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous inviterai à aller les lire. Ici, je vais plutôt me concentrer sur mon chapitre 3 et 4. Le premier, ça va être d'observer comment est-ce que les micro-organismes associés à l'insecte évoluent dans le temps et comment est-ce qu'ils sont influencés par différents déterminants biotiques et abiotiques. Pour le chapitre 4, je vais plutôt me concentrer sur démontrer ce qu'on aura pu observer dans le chapitre 3, mais dans des conditions contrôlées. Est-ce que c'est vraiment la réalité, ce qu'on observe dans la nature? On s'entend. Dans le chapitre 3, au niveau de la méthodologie, on a d'abord une portion sur le terrain où, pendant une année, on a échantillonné 12 arbres en ramassant 6 à 9 cônes sur chacun d'eux, et ce sur 8 périodes de temps différentes. Une fois au laboratoire, les cônes étaient décortiqués afin de récupérer les insectes et également les galeries auxquelles ils sont en étroite contact. Les insectes étaient ensuite stérilisés, donc lavés au niveau de la surface, disséqués de façon à récupérer le tractus intestinal qui contient une grosse proportion de micro-organismes. Puis l'ADN était extrait de ces tractus intestinaux et on effectuait un séquençage Illumina pour voir l'ensemble des micro-organismes qu'on retrouvait à l'intérieur, suivi d'un ensemble d'analyses statistiques. Au niveau des paramètres biotiques et abiotiques, on en a mesuré un certain nombre, mais par gain de temps, je préférais que vous vous concentriez, que vous vous souveniez surtout de 3 paramètres, à savoir la température, l'humidité et le microbiome des cônes. Au niveau des résultats, qu'est-ce qu'on a pu observer pour l'influence donc des paramètres environnementaux sur les micro-organismes?
Pour vous présenter ces résultats, je vous montre une DBRDA. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment l'interpréter, mais uniquement qu'est-ce que vous devez retenir de cette figure. Bah, ici, c'est un peu particulier parce que déjà, il n'y a pas de regroupement de points. Chaque point ici correspond... Je n'ai pas de pointeur, excusez-moi. Chaque point ici va correspondre à un échantillon et les couleurs vont correspondre à différentes périodes de temps. Et on voit ici que toutes les couleurs, tous les points sont mélangés, il n'y a rien qui se distingue. Et en plus de ça, eh bien, statistiquement, il n'y a aucun paramètre que nous, on a étudié qui aurait d'influence sur les bactéries associées aux insectes. Un élément que je n'ai pas précisé, ici, je vais vous présenter uniquement les résultats que j'ai obtenus pour les bactéries. Mais toutes les analyses ont également été effectuées pour les champignons. Mais là où c'est intéressant, c'est quand on s'intéresse aux bactéries qui sont associées non pas à l'insecte, mais aux galeries des cônes. Et là, on peut voir commence à y avoir une distinction au niveau des regroupements de couleurs. Et ce regroupement de couleurs-là, eh bien, il correspondrait à la température, à la période en fait de collection. Un autre fait intéressant, c'est le regroupement de ces points bleus ensemble qui correspondent à une humidité assez importante et qui correspondent également en fait à l'automne, à la période automnale. Ok, très bien. Ce qu'on peut voir ici, c'est que la température et l'humidité, elles ont une influence sur les communautés bactériennes associées aux galeries. Mais à quel point est-ce qu'elles l'influencent? Mais on a fait des études supplémentaires et ce qu'on a pu voir, c'est que la température et l'humidité influencent respectivement 11% et 4% des variations au niveau des bactéries. Ça peut sembler pas énorme dit comme ça, mais en écologie microbienne, c'est un pourcentage qui est quand même plutôt important. Ok, et alors, qu'est-ce qu'on en retient de ce chapitre-là? Moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est que le microbiome des insectes, il ne serait pas influencé par les variables abiotiques qu'on nous, on aurait mesurées. Mais qu'à l'inverse, les galeries, elles le seraient. Donc nous, on s'est posé la question, est-ce que par hasard, les galeries, elles n'agiraient pas comme une barrière protective qui viendrait absorber les variations de l'environnement? L'ensemble de ces résultats est en train va donner, on va dire, naissance à un article qui est en cours de rédaction et qui devrait être soumis, je l'espère, d'ici le début de l'été. Maintenant, on va passer au chapitre 4, qui est donc de démontrer ce qu'on avait pu observer dans le chapitre 3. Donc finalement, ce qu'on cherche à démontrer ici, ça va être comment est-ce que la température influence le bactérium de l'insecte si jamais les galeries sont impactées. Donc pour ça, on a choisi la température et donc de l'exposer à 5 ou 25 degrés de température, on va dire extrême opposée, et également tout en créant une dysbiose au niveau des galeries, des bactéries des galeries avec un cocktail d'antibiotiques. Au niveau de la méthodologie, sur le terrain, nous avons ramassé environ 800 cônes en août, qui est la période où nous avons des adultes nouvellement formés. Et on les a ensuite répartis avec 15 cônes par boîte de façon à avoir suffisamment de matériel derrière. Au laboratoire, nous avons trempé les cônes soit dans une solution d'antibiotiques, soit dans de l'eau pendant à peu près 3 heures, de façon à ce que les cônes soient complètement imbibés de la solution. Ensuite, les insectes étaient exposés pendant 2 jours à 15 degrés, 70% d'humidité, de façon à ce que les insectes soient actifs et s'alimentent des galeries imbibées d'antibiotiques. 2 jours plus tard, on réexpose une nouvelle fois les insectes en les réimbibant de solutions d'antibiotiques ou d'eau pour notre témoin négatif, d'eau stérile. 2 jours encore une fois à 15 degrés, 70% d'humidité. Puis enfin, au bout du 4e jour, les boîtes étaient récupérées et étaient placées aléatoirement à 5 degrés ou 25 degrés, et l'humidité baissait à 60% pour éviter la formation de moisissures sur les cônes. Les insectes et donc les cônes étaient laissés dans ces conditions pendant 8 jours, au terme de quoi ils étaient récoltés, tous les cônes étaient décortiqués de façon à récupérer les insectes et les galeries. Ensuite, les insectes étaient encore une fois, comme précédemment, lavés, disséqués de façon à récupérer le tractus, l'ADN extrait, puis séquencé, et enfin les analyses. Qu'est-ce qu'on a observé? Ici, je veux juste vous parler de la richesse d'abord, c'est-à-dire comment est-ce que les populations ont évolué par rapport au traitement, donc antibiotiques ou dans de l'eau stérile, la matrice considérée, c'est-à-dire les galeries ou les insectes, et également la température à 5 degrés ou 25 degrés. Et ce que je veux que vous reteniez ici, c'est d'abord que le traitement fonctionne. Les galeries qui ont été traitées avec de l'antibiotique présentent bien une réponse, que ce soit à 5 degrés ou à 25 degrés. C'est comme si d'ailleurs elle atténuait l'effet. À 5 et 25 degrés, en tout cas au niveau des galeries, il n'y a pas d'évolution des populations d'insectes. Par contre, si on s'intéresse quand ils sont trempés dans de l'eau stérile, là, le nombre de populations retrouvées à 25 degrés a tendance à augmenter. Par contre, au niveau des insectes, il n'y a pas d'effet flagrant ou statistiquement significatif. Et on s'est demandé, est-ce que l'effet est peu visible au niveau de l'ADN, ou alors est-ce qu'on n'a pas suffisamment exposé les insectes aux galeries qui auraient été traitées?
Mais avant de conclure, on a poussé un petit peu les analyses en regardant non pas seulement le nombre, comment est-ce que les populations ont augmenté ou diminué, mais quel type de population est-ce qu'on avait. Là, ici, je vais vous présenter donc une PCOA sur les résultats. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail, mais ce qui m'intéresse ici, c'est est-ce que ces ellipses de 5 ou 25 degrés se superposent ou non. Pour les galeries, c'est assez flagrant, elles sont distinctes, on a bien une influence de la température. Mais pour les insectes, c'est un petit peu moins flagrant, mais statistiquement, on a bien des insectes qui sont sensibles à la température. Et ça, c'est intéressant, parce que ça voudrait dire que si les galeries sont impactées, d'un coup, les insectes le seraient aussi. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut de tout ça? Eh bien, bien sûr, donc les galeries s'étaient impactées par les antibiotiques et sensibles à la température. Et les insectes étaient, eux, indifférents au traitement antibiotique, mais par contre sensibles à la température. Donc finalement, les galeries agiraient bien comme une sorte de bouclier qui protégerait les insectes des fluctuations de température, par exemple. Et lorsque ces galeries seraient impactées, les insectes se retrouveraient exposés et d'un coup seraient sensibles donc aux fluctuations de son environnement. Qu'est-ce que je voudrais que vous reteniez de cette présentation? D'abord que les insectes ont besoin des micro-organismes pour survivre et que c'est une cible intéressante pour la lutte biologique. Et ensuite que dans le cas du scolyte des cônes du pin blanc, si on a envie de pouvoir, enfin si on veut réussir à cibler cet insecte avec les bactéries, il va falloir réussir à passer la barrière des galeries ou alors cibler l'insecte lorsqu'il n'est pas à l'intérieur des cônes. Enfin, l'ensemble de ces résultats, j'espère qu'ils pourront permettre à un prochain étudiant ou une prochaine recherche un développement de stratégies de lutte biologique qui sera efficace contre ce ravageur. Je vous remercie pour votre attention et puis je remercie l'ensemble de mon laboratoire pour toute leur aide précieuse sur le terrain et au laboratoire pour le traitement de ces nombreux cônes. Merci. Merci, Apolline. Merci beaucoup. Puis encore félicitations pour la bourse. Vous êtes deux excellentes communicatrices ce que je remarque aussi parce que vos présentations étaient très claires, on va dire, compréhensibles pour des gens qui sont pas spécialisés dans le domaine comme vous. Alors, je vois mon directeur général qui hoche la tête parce que souvent, on saute d'un sujet à l'autre, puis c'était vraiment très bien vulgarisé. Fait que félicitations. On aurait du temps pour des questions si il y a des gens qui souhaitent poser des questions à nos deux lauréates au sujet de leur présentation. Oui, Monsieur Constant, allez-y. J'ai brisé la glace. Merci pour les présentations, c'était vraiment intéressant, très bien présenté. Apolline, on parle souvent de ton projet ensemble, donc j'aurais pas de questions pour toi nécessairement. Je vais y aller avec Léa. Vraiment une belle présentation, très, très impressionnant l'approche là, avec les composés organiques volatiles. Euh, j'ai posé plusieurs questions. En fait, peut-être je pourrais poser une question générale pour commencer. Euh, j'essaie de comprendre un peu, je connais pas ce domaine-là du tout, là, mais euh, ça a été mentionné dans la présentation que le profil finalement des composés organiques volatiles va dépendre de la croissance du champignon, son milieu de culture. La question que je me pose ici, c'est est-ce que c'est facile de transposer ce qu'on voit en laboratoire dans la nature? Est-ce que y a-t-il des défis entourant cette technologie-là en termes d'application? Outre le champignon, qui peut avoir des profils différents, mais aussi dans la nature, est-ce que ces profils-là sont conservés? Y a-t-il une dégradation des molécules? C'est tout ça, en fait, j'aimerais entendre. Là, c'est vraiment intéressant comme voie de recherche, mais je me pose la question, y a-t-il des défis qu'on ne connaît pas qu'il faudrait adresser? Donc, c'est une question très générale, là, très large aussi, mais écoute, je te laisse parler un peu de tout ça. Tu es d'accord? Oui, 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 non, non, c'est une bonne question, effectivement, parce que déjà, on sait que le profil va pouvoir changer, donc selon le champignon, en fonction de la souche, va avoir un profil différent, mais on sait aussi qu'en fait, les profils de COV, rien qu'au niveau de l'arbre, vont dépendre d'énormément de critères, que ce soit le type de tissu, l'âge de l'arbre, son emplacement géographique, etc. Donc en fait, c'est pour ça que la comparaison avec le terrain va être très intéressante, parce qu'en fait, on se doute que un type de molécule, une réponse de l'arbre, ou par exemple au Michigan, ne sera pas forcément la réponse qu'on va chercher au Canada. Donc c'est un élément, c'est sûr qu'il va falloir prendre en compte. Donc d'où l'intérêt d'essayer de le faire déjà au laboratoire avec des arbres jeunes que l'on va infecter nous-mêmes dans des conditions contrôlées et comparer ça avec des arbres matures, des arbres adultes sur le terrain au Michigan. Donc déjà pour faire une première évaluation justement de ces différences parce qu'on sait qu'il va y en avoir. Donc quand même estimer si on arrive à avoir les mêmes molécules qui vont nous permettre d'identifier les arbres malades ou pas, ou si on va avoir malheureusement des choses complètement différentes. Là, pour l'instant, je ne sais pas. On verra, ce sera la surprise.
Donc, oui, on va avoir des problématiques qui vont se présenter, oui, c'est sûr. Parce qu'ici, on parle de terpènes principalement ou quel type de molécules? Oui, on va parler des terpènes principalement, effectivement. OK, OK. Puis peut-être juste un commentaire, je voyais dans les figures, je ne sais pas si les figures reflètent vraiment le dispositif expérimental, mais quand on parle de la signature en laboratoire, je voyais qu'il y avait des trappes là, pour euh, nettoyer l'air du laboratoire. Là. J'imagine que c'est du charbon activé, je ne sais pas trop c'est quoi les Oui, différents... oui, c'est euh, ça. il y a peut-être aussi l'approche d'avoir un contrôle où il n'y a pas de champignons aussi, là, juste pour je ne sais pas à quel point le profil est propre quand c'est fait en laboratoire, là, mais c'est peut-être une bonne idée d'avoir un contrôle à côté, puis peut-être même de contrôler le débit de la pompe, là, parce que ça, je ne sais pas si vous avez ça dans votre système, un débit contrôleur massique, là, parce que des fois, ça peut varier, là, les pompes, là. On le fait, nous, dans d'autres contextes, puis c'était quand même sensible, là, mais c'est super Oui, intéressant, vraiment, là, c'est une voie qui mais m'intéresse beaucoup, je vais suivre ça de près, ce que vous faites, c'est vraiment intéressant. mais pour répondre un peu à ce point-là, je pense que ma directrice et mon co-directeur pourront en attester. L'acquisition, parce que je suis la première dans le laboratoire à faire ce type de travail, donc je dois faire, j'ai fait toute la recherche, c'est pour ça que ça m'a pris au moins un an pour retrouver tout le matériel, savoir comment apprendre comment faut faire exactement, etc. Donc les filtres au charbon actif, j'ai réussi à en trouver sans problème. Filtre à ozone également. Pour le filtre à ozone, c'est pour limiter le passage d'ozone dans notre tube à la fin qui pourrait dégrader les petites molécules plus fragiles, donc notamment les monoterpènes. Et on a aussi évidemment, j'ai cherché des pompes qui ont des débits contrôlables que je pourrais utiliser aussi bien en laboratoire que sur le terrain. C'est un vrai casse-tête, mais oui, évidemment, ça a été pris en compte également avec des pompes le plus précises possible, aussi un flush, donc passage d'air à plus grand débit avant l'échantillonnage pour nettoyer notre contenant. Donc oui, oui, tout ça a été pris en compte effectivement. Ah ben c'est super, ben merci beaucoup. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit pour Apolline ou pour Léa? Moi, j'en aurais une. Oui, vas-y, Dominique. Une question ben, qui peut s'appliquer à vous deux. D'abord, félicitations, vous êtes d'excellentes communicatrices toutes les deux. Je pense que ça vaut la peine de le noter parce que parfois, quand on a des présentations de scientifiques, pour les non-scientifiques comme moi, ça peut être un peu touffu ou difficile à suivre. Mais au gouvernement, on a toujours la préoccupation dans les ministères scientifiques d'utiliser la science pour donner des recommandations aux décideurs, à ceux qui élaborent les politiques publiques, ceux qui les conçoivent. Dans vos deux cas, ultimement, vous travaillez sur des essences d'arbres qui ont une valeur économique pour le pays, que ce soit au Canada, aux États-Unis, peu importe. Puis là, je sais que vous n'êtes pas des spécialistes de la science politique ou de ce domaine-là, mais s'il y avait une action à prendre par le gouvernement, que ce soit du côté du pain blanc ou du côté du chêne rouge, quelle serait-elle? Quelle action le gouvernement pourrait prendre pour limiter les dommages, dans le fond, soit du pathogène ou de l'insecte que vous étudiez? Qui se lance? Vas-y, Apolline. Question Oui, je pense. typique de Dominique, là, qui veut se lancer, qui veut commencer. Euh, mais je pense que j'ai l'impression que ça s'applique autant pour mon insecte, là, dans mon cas, que pour Léa, au niveau du chêne. C'est étant donné qu'une fois que l'insecte est présent, en tout cas actuellement, je parlerai moi, dans mon verger à graines, une fois que l'insecte est présent, j'ai l'impression que pour pouvoir s'en débarrasser, parce que souvent les populations d'insectes vont avoir tendance à fluctuer en termes de proportion en fonction de la disponibilité en cône. Donc ils vont vraiment répondre aux disponibilités de l'arbre. Une fois qu'il est présent, c'est compliqué d'agir. Et puis comme j'ai travaillé également avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, c'est ça, les recommandations, que nous demander les recommandations, c'est effectivement, bah, si on veut agir, une fois que la présence de l'insecte est déjà là, c'est agir à des périodes qui vont être clés pour l'insecte pour lutter contre ce dernier. Et dans d'autres cas plus larges, je dirais, si on veut éviter que l'insecte arrive, mais qui s'applique difficilement à des vergers à graines parce que ça rend difficile la récolte, on va dire, des semences. Ce serait de varier en fait les types d'arbres qu'il va y avoir. Je pense que c'est un peu une réponse universelle, ça, c'est d'éviter d'avoir une seule essence d'arbre au même endroit, qui est donc en fait le terrain de jeu favori pour toutes les contaminations d'insectes ou de champignons. Mais dans le cas des vergers à graines, j'ai conscience que c'est extrêmement complexe au niveau technique de mettre ça en place.
Léa, votre perspective? Oui, effectivement, je trouve que Apolline a très bien résumé la situation, notamment le fait, la diversité dans les forêts, dans le cas du champignon que j'étudie, c'est d'autant plus pertinent parce qu'on va avoir justement cette transmission à 90% par les racines. Donc, si on diversifie plus la forêt, on aurait moins de contamination par cette voie-là. Et dans le cas de champignons, la surveillance, parce qu'on voit au Canada, ça a été efficace. En 2023, la maladie est arrivée et on a réussi à ne pas en avoir en 2024 parce que ça a été détecté immédiatement. Tous les arbres ont été abattus le plus vite possible. Et effectivement, surveiller les périodes, les moments de l'année où on sait que le champignon va se déclarer, où les insectes vont pouvoir se propager. Donc, il y a différents moyens, donc, notamment avec mon projet, c'est de faire la détection plus précoce. Mais je sais que Philippe Tanguez, qui travaille au CFL, a aussi fait des recherches sur cette détection précoce en essayant de capturer les insectes vecteurs. Donc, je vais malheureusement, comme je l'ai dit dans la présentation, la détection, c'est le point clé, surtout pour ce type de maladie où une fois que l'arbre est contaminé, c'est trop tard. Ça peut être parfois difficile de s'en débarrasser. Merci beaucoup. Excellent, merci. Vous êtes bien débrouillé, bravo. Monsieur Bernier, vous aviez une question? Oui, puis elle est beaucoup plus facile que celle qu'a posée M. Saint-Pierre. Ben, d'abord, félicitations à nos deux lauréates. Vous avez montré que vous pouviez, d'une part, monter des dossiers très convaincants et puis présenter oralement aussi de façon également très convaincante. Alors, et moi, je vais utiliser la même stratégie que Philippe Constant. Donc, je vais poser une question à l'étudiante qui n'est pas la mienne. Alors, Apolline, ben, j'avais une question concernant un peu le cycle des insectes, et je ne suis pas un entomologiste, je suis un pathologiste, mais tu as mentionné dans ta présentation que éventuellement les mâles vont venir rejoindre les femelles. Et je me demandais quels étaient les signaux qui attiraient les mâles. Est-ce que c'est des signaux produits par la femelle ou par l'autre? C'est effectivement la femelle va sécréter des phéromones qui donc notamment le pétiole, donc parfois mélangé avec autre chose, et qui donc les mâles vont reconnaître ce phéromone-là et avoir tendance à rejoindre les femelles pour se reproduire. Puis c'est d'ailleurs dans un esprit de lutte biologique, c'est pas dans la question, mais je donne l'information, qu'il y a la méthode de confusion sexuelle qui avait été Ok. testée. Je pense que c'est la question allait vers là. Ouais, Euh, ouais. par mon ancien directeur, Claude Guertin, qui a travaillé sur la confusion sexuelle. Mais cette technique avait une certaine limite, surtout avec cette population d'insectes. Et c'était que ça marchait, ça fonctionnait bien, mais ça allait dépendre de la taille de la population. C'est à partir du moment où la population d'insectes était trop importante, en fait, les mâles allaient retrouver les femelles de façon aléatoire et la reproduction allait quand même avoir lieu, ce qui fait que l'efficacité était vraiment relative et que à terme, la conclusion avait été que les coûts et l'efficacité ne justifiaient pas son homologation. Donc ça, la recherche s'est arrêtée ici. Ben, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? S'il n'y en Ben, a pas. Oui, allez-y, ah, ben, monsieur j'allais Vernet. dire, si les gens sont trop gênés, ça en poserait une autre petite. Lorsqu'on, disons, en pathologie, aussi bien en milieu agricole qu'en milieu forestier, on s'intéresse beaucoup à la résistance, en fait, d'origine génétique et éventuellement à la sélection de plantes. Je me demandais si, et ça, bon, encore là, je suis pas aussi au fait de la littérature en entomologie qu'en pathologie, mais j'ai l'impression qu'on voit beaucoup moins ça en entomologie. Et je me demandais si, dans le cas, par exemple, du scolyte des cônes, il y aurait des données qui suggéraient que ça pourrait être une approche peut-être envisageable ou non. Je suis pas certaine d'avoir compris quelle approche. OK. Ben, en fait, l'approche de sélection génétique, par exemple, d'une éventuelle résistance, ou ben, sélection d'une éventuelle résistance d'origine génétique face à ce ravageur. Alors, pour être tout à fait honnête, en fait, l'étude de cet insecte, elle s'est arrêtée dans les années 90. Quand j'ai repris le flambeau, là, on va dire en 2021. Les dernières études associées à la biologie de l'insecte remontaient aux années 90, puis étaient principalement menées dans les années 60-70. Et je crois qu'il y a quelques études qui ont été menées sur les mitochondries, si je ne me trompe pas, en 2005-2004. Mais sinon, voilà, j'ai un peu la sensation que tout était à refaire avec toute l'évolution, on va dire, de la recherche qu'il y a eu pendant ces dernières décennies. Euh, donc, est-ce que ce serait intéressant à les regarder? Oui, tout à fait. Est-ce que j'aurais la capacité aujourd'hui de dire si oui ou non ça fonctionnerait? Non, je ne sais pas.
Très bien. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question? On aurait le temps pour une dernière question s'il y en a une. Non, ben sinon, à ce moment-là, je vais y aller avec le mot de la fin. Simplement pour vous remercier d'avoir été là aujourd'hui pour la remise de nos bourses Smirnoff 2025. Puis j'aimerais aussi en profiter pour remercier nos deux partenaires dans cette belle initiative, soit la SEQ et la SPPQ. C'est un partenariat fructueux, c'est une très belle collaboration et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec vous, à faire euh, ce concours, puis à évaluer les dossiers. Comme Maxime l'a mentionné en début de rencontre, on a eu des dossiers étaient vraiment d'une qualité exceptionnelle, puis c'est vraiment agréable d'avoir ça comme tâche à évaluer. Donc, je vous invite aussi à participer à leurs congrès respectifs, celui de la SEQ qui va être à l'automne, la SPPQ, je crois que c'est la semaine prochaine, vous aurez l'occasion de croiser nos lauréates qui vont présenter aussi, je crois, fort probablement leurs résultats de recherche, puis d'échanger avec elles peut-être encore un peu plus en profondeur sur leurs travaux. Puis voilà, en terminant, je vous remercie encore une fois d'avoir été là, puis je vous souhaite belle fin de journée et un bel été à tout le monde. Merci beaucoup. Et tout le Merci. monde.